Bienvenue à cette table ronde sur les avancées, les perspectives du réemploi dans la restauration. On est dans une période qui est assez exceptionnelle en termes de pivot sur l'échelle du réemploi dans les emballages en France, en particulier grâce à la restauration collective. On a aujourd'hui 6 intervenants qui ont été sélectionnés par Célia Renesson, la directrice de réseau VRAC et Réemploi, qui se trouve là-bas en rose. Avec lesquels on va essayer un peu de capturer cet essor du réemploi. Donc l'idée, c'est qu'avec la restauration collective, on est vite sur des très très gros volumes, des très gros chiffres, et il y a beaucoup de contraintes et aussi d'opportunités. Alors, je m'appelle Enzo Mutini, je serai le modérateur de cette table ronde. J'ai cofondé un bureau d'études qui s'appelle Monsieur et Madame Recyclage, et on partage énormément d'infographies, de dossiers en libre accès, surtout sur le réemploi des emballages. Par exemple, vous pouvez retrouver sur notre site internet une cartographie exhaustive de plus de 300 acteurs qui proposent des solutions B2B pour la restauration dans le réemploi clé en main. Un dossier complet de vulgarisation sur la fonctionnalisation des emballages en papier carton jetable, etc. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, Monsieur et Madame Recyclage, si vous avez besoin de connaissances. On partage beaucoup de connaissances, c'est la mission de notre entreprise. J'ai avec moi l'honneur d'avoir David Bouvet, le directeur du pôle restauration, hôtelier et services marchands du parc Astérix. Donc quand on pense au deuxième parc le plus visité de France, on imagine souvent un peu les montagnes russes. Et on ne pense pas nécessairement à quelques 20 000 repas journaliers servis quotidiennement au travers de 5 restaurants et de plus de 45 kiosques. J'ai Loïc Lamarche, qui est directeur général de l'ASPP. Donc c'est l'association qui est en charge de la restauration pour l'administration de la ville de Paris. Donc ce sont 200 employés qui s'activent tous les jours pour développer le réemploi. Et ça tombe bien parce que l'administration se doit d'être exemplaire quand on cherche à propager et à imposer des contraintes aux entreprises et au reste des collectivités. J'ai Charlotte Gamouri, qui est ingénieure réemploi et substitution d'emballage à l'ADEME. Dès qu'on veut faire bouger les entreprises, il nous faut évidemment un support continu de nos institutions. Et Charlotte sera là pour nous rappeler un peu les échéances réglementaires et puis toutes les subventions que l'on peut avoir. J'ai Foucault Bachet de Citeo Pro, qui sera responsable de tout ce qui va être la toute nouvelle responsabilité élargie des producteurs, qui vise à cadrer les emballages de la profession de la restauration au même titre que celle des emballages ménagers. Donc on parle de quelques 400 000 professionnels, plus de 200 000 tonnes par an d'emballages gros volume, donc des gros formats, et 800 000 tonnes d'emballages par an de petits volumes. Dont en fait on a à peu près la moitié qui est déjà en verre et une partie qui est en verre jetable et qu'on pourrait passer en verre réemployable. Et enfin, j'ai Julie... il m'en manque deux. J'ai Julie Hanot, qui est sous-directrice aux entreprises au Commissariat général du développement durable au ministère de la Transition écologique. Et donc pour un ministère, les questions sont toujours les mêmes, c'est comment j'organise l'écologie sans provoquer de perte de compétitivité pour mes secteurs industriels souverains. Et enfin, nous avons Gilbert Branchet, qui est directeur général de la Semlog. Alors, vous connaissez peut-être pas la Semlog, c'est une entreprise d'économie mixte locale qui est un regroupement de 2 syndicats qui sont dans la restauration collective pour par exemple tout ce qui va être cantine, etc. Donc on parle de 120 000 repas journaliers délivrés en Île-de-France et donc du réemploi d'à peu près 40 000 packs inox par jour. Waouh! Donc là on est vraiment sur des très 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 gros volumes, on ne parle pas du restaurant qu'on connaît à côté. 1, 2, oh pardon. Et donc aujourd'hui, je vais leur poser des questions assez rapides, on va les enchaîner.
On essaye d'avoir 10 minutes de questions-réponses à la fin de la table ronde. Il ne faudra vraiment pas hésiter à poser toutes les questions que vous souhaitez. David Bouvet, donc pour le parc Astérix. Concrètement, dans la vie de tous les jours pour le visiteur du parc Astérix, qu'est-ce qui se passe en termes de réemploi ? Bonjour à tous. Au parc Astérix, on sert à peu près 20 000 couverts par jour et le réemploi pour nous a été... donc la loi est passée au 1er janvier 2023 et derrière nous avons pris ça un peu au démarrage pour une contrainte parce que c'était compliqué de changer complètement de mode de fonctionnement. Mais après ça, on a pris ça pour une opportunité, en fin de compte. Parce que derrière, ça nous a permis de passer un cap sur la qualité de notre prestation. C'est quand même plus agréable de manger une pizza dans une assiette en porcelaine que de la manger dans une boîte, en fin de compte. Donc, ça a été vraiment une opportunité et on l'a pris. Et on a même été plus loin, parce que du coup, ça nous a embrayé sur le tri des déchets, sur la façon de fonctionner opérationnellement, sur tous nos points restauration. Et la complexité, c'était de se dire, on a plusieurs points de restauration et du coup, on a plusieurs modes de fonctionnement par rapport à l'emballage. Donc, on a le burger, on a la pizza, on a le sandwich, on a la pâtisserie, on a la boisson. Avant, on était en PET plastique et on est passé en tirage avec des éco-cups. Donc ça nous a permis de tout revoir notre organisation et moi je pense que c'était une belle opportunité en fin de compte que cette loi soit passée parce que ça nous a permis de progresser. Et je pense que c'est une chance même de pouvoir l'avoir fait, en tout cas. En plus, on a été bien accompagné, parce qu'on a été accompagné par le ministère, par l'ADEME, qui nous a aussi accompagnés dans notre transition. Donc ça a été des vrais partages, des vrais enseignements. En tout cas, nous, on est contents et on espère même aller encore un peu plus loin, parce que je pense que c'est vraiment une belle opportunité et en plus, bon, ça va dans le sens de la planète, hein, ça va dans le sens de partout. Donc nous, on est très 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 contents en tout cas de développer cette loi et de pouvoir faire profiter également à nos clients, de pouvoir profiter de cette vaisselle réutilisable. Et on a même augmenté notre satisfaction sur le parc. Ça, c'est quand même assez fantastique. Je ne pense pas que toutes les entreprises verront ces contraintes de réemploi comme des opportunités de mieux satisfaire les clients. Alors pour ça, on va évidemment avoir besoin d'exemplarité administrative. Loïc Lamarche, aujourd'hui, pour la ville de Paris, comment ça se passe concrètement, le réemploi ? Alors, il prend plusieurs formes. Bonjour à tous, déjà. Donc, ça a été mis en place à la ville de Paris sous l'impulsion de l'exécutif en 2022 pour les restaurants administratifs. Donc ça se présente sous plusieurs formes, alors somme toute classique sur la consigne, sur toute la partie restauration rapide. La spécificité, c'est que la consigne, on la gère en propre, si je puis m'exprimer ainsi. Donc on a développé dans nos systèmes d'encaissement un développement informatique qui nous permet de gérer le départ consigne et le retour consigne par nos propres salariés dans nos systèmes d'encaissement avec notre partenaire, ce qui nous rend autonomes sur le sujet et beaucoup plus d'agilité. La seule contrainte en s'adossant à d'autres partenaires qui gèrent de la consigne, c'est que le client doit revenir dans le point de vente, ramener son contenant. C'est pas très gênant pour nous puisqu'on a la chance d'avoir une population qui revient régulièrement sur nos restaurants, donc c'est pas forcément gênant. Et au niveau de la ville de Paris, donc ça va plus loin aussi au niveau du réemploi puisqu'il y a un plan ambitieux de zéro plastique aussi à l'administration parisienne. Et du coup, ça couvre un spectre beaucoup plus large sur toute la restauration, restaurant self-service. Où on a dû se gratter la tête et trouver des solutions. Par exemple, zéro plastique, quand on faisait des yaourts, tous les industriels font des yaourts en plastique. Après, il y a aussi des producteurs locaux, mais qui font principalement en verre ou en carton. Le carton reste du jetable, par définition. Donc du coup, on s'est adossé à un partenaire local en production yaourt bio locaux, qui est situé dans les Yvelines. Et tous les matins, nos équipes mettent les yaourts dans des contenants en verre qu'on réutilise tous les jours. Avec un système de topping aussi où ils le customisent tous les jours il y a la route et on a pris un peu, on a décortiqué un peu tous nos tous nos contenants qui n'étaient pas vertueux, où il n'y avait pas le réemploi
Et ça va dans tous les domaines, hein, sur les distributeurs à sauce, par exemple, qu'on peut retrouver, j'imagine, aussi au parc Astérix. C'est des poches qu'on vide. Ça n'existe plus à la ville de Paris. On a des pots en porcelaine où on met les sauces dedans, les clients se servent. Donc ça demande par contre une organisation, une logistique. C'est jamais simple, il faut accompagner les équipes, c'est beaucoup d'interrogations, de questions. On a une chance, nous, au niveau de la clientèle, les agents de la ville de Paris sont très sensibilisés sur le sujet et sont plutôt acteurs quand on a mis en place la consigne. Le seul difficulté qu'on a eue, c'est que par volonté politique qui était vertueuse, était de mettre un prix de consigne pas très cher, d'1 €, mais du coup, on n'avait pas de retour, très peu, 50%. Et on a rehaussé ce prix à 2,50 €, mais on en a plus de 90% de retour, sachant que ce n'est pas un prix payant, c'est simplement une consigne qu'on remet sur le crédit du badge. Et ça se passe plutôt bien, voilà, avec de la volonté politique, aussi de l'économie, mais qu'on retrouve rapidement, parce que l'achat de consigne, ça a un coût, mais qui est très vite amorti. Nous, la mise en place sur 5 espaces de restauration rapide, la consigne, pour vous donner un ordre d'idée, qui est de 600 couverts jour, nous, on a économisé 77 000 € à l'année de contenants jetables. Donc, quand vous faites le calcul, vous avez très très vite amorti sur un taux de retour 90% en contenant en verre. Je vous laisse faire le calcul, mais ça va très vite. Vous avez très vite un retour sur investissement sur vos contenants en verre. Et opérationnellement parlant, nous, on n'avait pas nos points de vente qui étaient forcément en termes d'ergonomie pour le retour de consigne. Mais voilà, avec un peu d'astuce, on arrive à trouver des solutions. Après, on les a fait évoluer, mais plus côté esthétique pour les clients qui voient moins les paniers de retour consigne. Mais ça se vit très bien, quoi. Donc avec de la volonté, ça se met plutôt en place de manière assez facile, entre guillemets. C'est vraiment trop bien, merci beaucoup. Je pense que toute cette volonté, elle est forcément un peu accompagnée par des échéances réglementaires et un besoin de conformité légale. Est-ce que Charlotte Gamory, vous pourriez nous rappeler en 2 minutes quelles sont ces échéances réglementaires dans la restauration et quelles sont les subventions que les institutions publiques peuvent apporter aux entreprises? Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Normalement, on avait une slide qui devrait arriver. Donc sur les échéances réglementaires, la suivante. Donc bien sûr, la très connue loi AGEC, où nous avons comme objectif d'atteindre une proportion de 10% des emballages réemployés mis en marché en France en 2027. Également atteindre la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique d'ici 2040. Et donc, ces objectifs, ils sont complétés dans le cadre de la restauration collective par les obligations de la loi Egalim, qui, au 1er janvier 2025, implique d'avoir supprimé les contenants alimentaires de cuisson, réchauffe et service dans donc toutes les cuisines centrales, les cantines scolaires, et également ça a été étendu à certains établissements de santé par la loi AGEC, notamment services de pédiatrie, d'obstétrique, etc. La slide suivante. Comment ça se traduit en termes d'aide, les dispositifs ADEME aujourd'hui. Donc, on a un dispositif d'aide qui cible notamment la restauration collective et les collectivités qui ont cette responsabilité de restauration collective. Et on peut les accompagner sur des projets à la fois d'études de faisabilité, d'expérimentation, mais également d'investissement. Donc vraiment là, c'est l'exemple tout simple de passer en fait à un parc d'emballage en bac inox, les fameux bacs gastro. Voilà, en termes de type de projet. Une petite spécificité, c'est que nous, cette année, en fait, on continue d'accompagner la restauration collective en parallèle de la mise en place de la REP Restauration, en attendant donc cette mise en place, liée avec ces enjeux d'Egalim au 1er janvier 2025 en fait. Voilà, mais les dispositifs ADEME viennent vraiment en complément aux REP qui se mettent en place. Et ensuite, la deuxième aide qui va arriver donc là en juin, ce sera un appel à projet toujours dédié restauration collective, mais qui ciblera cette fois-ci l'amont, c'est-à-dire les fabricants d'emballage. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'accompagner des projets pour lever les freins au réemploi spécifique sur l'offre de contenants qui existe aujourd'hui, pour vraiment l'adapter en fait aux contraintes de la restauration collective.
Merci beaucoup pour ce rappel. Évidemment, avec le besoin de conformité réglementaire, ce sont d'énormes opportunités d'affaires qui s'ouvrent pour tous les acteurs du réemploi. Et c'est important de trouver les acteurs qui peuvent apporter des solutions clés en main. Aujourd'hui, dans la manière de préparer ces échéances avec le monde de l'entreprise, Juliano, quelle est la vision du ministère sur ces points-là? Merci beaucoup. Donc effectivement, le ministère à la fois prévoit ces échéances qui sont parfois des contraintes et des sources d'opportunités, les adosse aux moyens des opérateurs pour fournir des aides et évidemment aux manœuvres sur la filière REP et les fonds qui permettent de financer un certain nombre d'appels à projets. Mais au-delà de ces aspects réglementaires, on est également force d'incitation pour avoir un triptyque qui fonctionne entre l'État, les collectivités, les citoyens qui doivent faire massivement mouvement vers l'utilisation, vous l'avez évoqué, sur l'attractivité de ces nouveaux contenants, et également les entreprises. On a typiquement mobilisé à la fois des restaurateurs, en particulier du secteur de la restauration à emporter, des offreurs de solutions permettant le réemploi pour avoir un écosystème alliant ces différentes composantes et permettant justement de faire évoluer les pratiques. Et donc le ministère impulse ce type de démarche et on a aujourd'hui une quarantaine de signataires de cette charte visant la réduction des emballages sur la restauration à emporter. Merci beaucoup. Aujourd'hui, toutes ces contraintes et ces aides vont évidemment venir un peu structurer de manière assez significative le travail de restaurateur. Gilbert Brancher, comment est-ce que ça se passe concrètement chez vous ? Merci, bonjour à tous. Donc en effet, la Semlog, avec cette nouvelle unité de laverie mutualisée pour l'Île-de-France, on a pris à bras le corps donc, ces contraintes réglementaires et aussi les aides à disposition. Il s'agit en effet de transformer la totalité de la filière de la restauration collective scolaire. Scolaire, on parle donc de la crèche jusqu'au lycée, sans oublier les universités. Et puis, on l'a dit aussi, le portage à domicile, portage pour les aînés. Donc, on est bien sur la fin du plastique à usage unique dans la totalité de cette filière de la restauration collective d'ici le 1er janvier 2025. C'est donc une course contre la montre qui a commencé à partir de 2018 avec la loi Egalim, la loi AGEC qui ont été rappelées et avec l'idée de transformer donc toute la filière et en se disant qu'il ne s'agit pas juste de passer à de l'inox ou du verre, comme on passe d'un moteur thermique à un moteur électrique, c'est la totalité des pratiques de production qui changent, puisqu'on doit repenser un dispositif de lavage. Ce n'est pas juste un lave-vaisselle, mais là un tunnel de lavage de près de 15-20 mètres. Donc il faut pouvoir le positionner dans des cuisines centrales. Il faut pouvoir penser justement à la récupération, en tout cas, de ces contenants auprès des cantines office. Et puis penser évidemment à la manutention, parce que le plastique et l'inox, on change de poids. Et donc on a mis autour de la table évidemment plein d'acteurs, les cuisines centrales, les praticiens et les industriels, pour penser, expérimenter et céder donc des appels à projets pour pouvoir réinventer et donner vie aujourd'hui, en tout cas d'ici 2025, à la Semlog qui justement est en train de passer à la phase d'industrialisation. Voilà en tout cas comme ça qu'on a réussi à repenser ensemble, en se groupant et à faire en sorte en effet, pour reprendre les mots, d'une contrainte à une opportunité. Voilà. Merci. C'est évidemment des gros défis logistiques, en particulier auprès, par exemple, de toutes les cuisines sur lesquelles on envoie depuis la cuisine centrale des plats déjà préparés, de repenser toute la filière de lavage, de réemploi, de logistique inverse, etc. David Bouvet, au niveau du parc Astérix, comment est-ce que, en fait, toutes ces contraintes viennent structurer le travail que vous faisiez avant ? Alors, comme je dis, maintenant, c'est plus une contrainte, c'est une vraie opportunité. Derrière, on a, en fin de compte, on a avancé pas à pas parce qu'on a redécouvert notre métier, presque. Ça veut dire que derrière, on a dû refonctionner autrement. Il y a plein de questions qui se sont posées et qui ont été assez compliquées. Je parlais du nettoyage. C'était de se dire, est-ce qu'on a la capacité de nettoyer, du coup, en interne ? Et au démarrage, ça a été très, très compliqué, en tout cas, de le mettre en place. Mais il y a un choix qui est arrivé assez vite, de se dire, mais on ne peut pas externaliser, ça ne va pas dans le bon sens.
Ça veut dire que derrière, on ne va pas non plus créer du carbone, à faire venir des camions de l'extérieur, renettoyer. Donc ça veut dire qu'on a réfléchi à un nettoyage en interne. Et là où je dis que c'est une opportunité, c'est qu'on est en véhicule électrique, on nettoie en interne, on a créé de l'emploi, parce que c'est un service qu'on n'avait pas avant. Donc on a monté une structure autour de ça pour justement faire que toute cette organisation soit encore une opportunité. Et que derrière, du coup, on a créé un pôle logistique, on a créé un pôle nettoyage, on a créé une plonge centrale. On a embauché pour ça. Et je trouve, en fin de compte, que quand on résume, et c'est pour ça que je parle d'opportunité, parce que on était déjà plutôt propre sur l'emballage carton, on avait de l'emballage réutilisable, on n'avait pas de plastique, mais derrière, c'était du déchet quand même. Ça veut dire que derrière, on remplissait nos poubelles d'emballage. Et derrière, ça nous a aussi permis, du coup, de réduire également nos déchets. Et en fin de compte, quand on résume en totalité, moi, je ne vois pas de point négatif sur, en tout cas, cette loi qui a été passée. Même si au démarrage, je vous promets que ça a été très compliqué. Mais quand on résume et on avance, on ne voit que des points positifs. En tout cas, à la mise en place de la loi AGEC. Je sais qu'il y a la REP qui arrive juste derrière et qui est encore une autre étape de travailler avec nos fournisseurs. Mais ça va dans le sens de l'histoire, quoi. Donc il faut continuer à aller dans cette démarche. Et je pense que c'est bon pour la planète, c'est bon pour tout le monde. Donc voilà, il faut continuer à y aller en tout cas. Il faut continuer à y aller, mais bon, évidemment, le choix d'internaliser ou d'externaliser le lavage, l'implémentation d'une ligne de lavage de 20 mètres de long, ce sont évidemment des choix qui ne sont pas du tout anodins dans le développement économique des entreprises. Foucault Bachet, pour Citeopro, aujourd'hui, quelles sont les stratégies au niveau éco-organisme pour faire en sorte que les autres acteurs de l'agro-industrie qui seraient un peu moins motivés puissent comprendre tout l'intérêt qu'il peut y avoir à développer le réemploi? Bonjour à tous, merci Enzo et merci Célia pour cette invitation. Alors, je vais rebondir sur ce dont Charlotte a beaucoup parlé, la pression législative. Qui dans la salle connaît le système de la REP? Levez la main. Ok, une petite moitié. En clair, juste pour vous redonner concrètement, c'est une pression législative supplémentaire qui est donnée pour le metteur en marché. Donc celui qui va mettre le bien sur le marché et en circulation va être responsable de ce futur déchet. Concrètement, ce système de REP, il y en a plus de 10 qui ont émergé sur les 5 dernières années. Vous l'avez vu sur les jouets, sur le bâtiment, qui est quand même un secteur colossal. Et aujourd'hui, pour les restaurateurs, ceux qui mettent sur le marché des emballages de la restauration, il y a cette nouvelle responsabilité. Citeopro est donc la filiale de Citeo qui s'occupe des emballages papier, carton, verre des ménages et va logiquement, en tant que filiale, opérer et gérer cette responsabilité des restaurateurs de leur contenant. Ça, c'était pour remettre un peu de contexte. Donc l'organe législatif a décidé qu'il y avait cette nouvelle responsabilité. Et Citeopro va être donc le facilitateur pour réussir à réduire l'impact des emballages de la restauration. Donc on va se positionner comme une responsabilité élargie du producteur opérationnel et financière pour accompagner tous ces acteurs, parce qu'en fait, ils sont à des maillons, on l'a bien compris, très divers. On va du parc Astérix jusqu'aux petits restaurateurs à emporter. Comment est-ce qu'on fait pour massifier les flux, avoir une stratégie globale et mutualiser tous ces nouveaux systèmes. Donc voilà un petit peu la mission de Citeopro qui va du coup avoir pour ambition de fédérer tous ces acteurs de la restauration et qui mettent sur le marché pour trouver des solutions à 3 choses. On parle des 3 R. Comment est-ce qu'on réduit la taille des emballages? Comment est-ce qu'on fait du réemploi, ce qui est le cœur de notre sujet aujourd'hui? Et enfin, comment est-ce qu'on recycle mieux? Parce qu'on le sait tous, dans le milieu de la restauration, il y a beaucoup de contraintes qui pèsent, que ce soit de l'ordre du personnel, de la santé, de la sécurité alimentaire. Comment est-ce qu'on fait pour réaliser ces actions auprès d'une telle diversité d'acteurs
Et c'est l'ambition de Citéo Pro. Évidemment, beaucoup de matériaux différents à réemployer, beaucoup d'échelles de restauration différentes. Charlotte Gamory, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose sur la manière dont l'ADEME aide à sensibiliser les entreprises qui voudraient passer à l'acte? Oui, très rapidement, je pense que le rôle de l'ADEME, il s'exprime à la fois dans l'accompagnement des différents acteurs de terrain par les directions régionales, via les dispositifs d'aide dont on a parlé, et ensuite via la mise à disposition de travaux, notamment d'évaluation environnementale, ou par exemple l'étude sur les potentiels de réemploi qui est sortie en 2023, travaux dont les résultats peuvent être vraiment utilisés justement par les acteurs de terrain, par les réseaux professionnels, pour les adapter en fait à leur secteur d'activité, de manière à vraiment adapter les dispositifs aux spécificités de ces secteurs-là. Merci beaucoup. Juliano, au niveau du ministère, comment est-ce que vous faites, disons, un exemple un peu concret pour notre public ici, pour gérer un peu les préoccupations et les réticences que pourraient avoir certaines entreprises du secteur quant à la question du réemploi et de tous les défis logistiques que ça soulève? Alors, comme souvent, pour répondre aux préoccupations d'égalité de traitement, il y a s'assurer d'une part, une fois que la loi a été établie, qu'elle a été votée, eh bien, qu'elle est appliquée, parce que quand une entreprise joue le jeu, c'est quand même important que ses concurrents le jouent aussi. Et on sait que, vous l'avez évoqué, il y a des contraintes de place, notamment dans les métropoles, qui font que ça n'est pas évident. Donc il y a quand même, il ne faut pas se le cacher, cet aspect contrôle pour s'assurer de l'égalité de traitement. Et puis sur tout ce qui est incitatif, parce qu'il y a un certain nombre d'emballages et de gisements de réemploi qui sont encore à travailler et qui ne sont pas couverts par la réglementation. Et moi, c'est vraiment la sensibilité, la branche du ministère que je représente aujourd'hui, c'est aller plus loin que le caractère réglementaire. On établit des guides, donc notamment sur la restauration emportée avec l'ADEME, avec Citéo. On a établi un guide très simple avec une infographie sur les astuces, les bonnes idées, aussi lutter contre les fausses bonnes idées, parce que on en a parfois avec des substitutions de matériaux. Je crois que ça a été évoqué. L'idée, c'est pas de remplacer du plastique par du carton et de rester sur des volumes de déchets, mais d'avoir une approche globale, comme ça a été très bien présenté dans les exemples, pour vraiment changer les pratiques et aller vers du réemploi. Et donc, des guides, puis des discussions, c'est aussi l'objectif de la charte. Et s'il y a des entreprises qui souhaitent la rejoindre, vous êtes les bienvenus pour qu'on atteigne la centaine, qui sait, pour permettre des lieux d'échange et de discussion de bonnes pratiques entre les acteurs. Au niveau pareil, un peu des réticences que pourrait avoir le secteur de l'agro-industrie, comment c'est Citéo Pro, vous pouvez gérer toute cette question de réemploi pour essayer de faire en sorte que les acteurs collaborent entre eux? Alors, très bonne question. Comment on gère ces réticences? Ça fait 2 mois qu'on a été, je regarde Sabine qui est à la tête de Citéo Pro, mais ça fait 2 mois qu'on a été, on a un cahier des charges qui a été validé et qu'on peut opérer en tant qu'éco-organisme. Donc on est assez humble face à ce marché de comment est-ce qu'on fait en sorte de réduire, réemployer et recycler. Donc on est en phase de monter en compétences pour comprendre toutes les contraintes qui pèsent et qui sont très différentes en fonction des différents acteurs, comme on l'a évoqué juste avant. Comment est-ce qu'on va faire? L'idée de la REP qu'il faut retenir, c'est qu'il faut qu'il y ait des contributeurs pour qu'il y ait l'énergie qui puisse être mise en face pour réduire, réemployer et recycler. Donc l'idée vraiment, c'est de faire signe à l'ensemble des metteurs en marché et des restaurateurs d'éco-contribuer pour qu'en face, nous, on mette des mécanismes d'appel à projet, d'accompagnement. Donc typiquement, une des façons d'aider, ce sera de financer le réemploi de bacs gastronormes. Typiquement, là, c'est à hauteur de 14 centimes. Mais pour vous donner des idées, et ça ne fonctionne que si en amont, il y a des personnes qui délèguent cette responsabilité à Citéo Pro pour que nous, on mette en œuvre
les modèles économiques et financiers pour soutenir ces activités de réduction, de réemploi et de recyclage. Le financement du réemploi de bacs gastro à l'échelle industrielle, c'est quand même une opportunité assez exceptionnelle de pouvoir mettre en place ce réemploi à grosse échelle. Ça suppose évidemment une certaine part de collaboration entre un tas d'acteurs avec parfois des intérêts différents, mais parfois des intérêts qui convergent absolument. Loïc Lamarche, concrètement, au niveau de ce que vous avez entrepris, est-ce que vous avez quelque chose un peu de... un exemple qui pourrait être intéressant à nous partager aujourd'hui sur cette histoire de collaboration entre acteurs? Moi, ce que je retiens, surtout le cadre législatif, il existe. Les subventions aussi. Moi, je crois beaucoup, et c'est un peu le monde de la restauration, c'est le partage des bonnes pratiques, surtout dans le cadre d'élaboration, qui font avancer. Alors nous, on est dans ce qu'on appelle le jargon, l'autogestion. Donc on a des associations qui nous aident bien. On a Agores, pour ne pas les citer. On a Restoco. C'est aussi des chambres qui nous permettent de partager les bonnes pratiques, de pouvoir trouver des solutions. On aime bien aussi faire en interne beaucoup, autogérer, peut-être à tort, parce qu'on fait la restauration aussi en interne. Donc, mais en collaboration, je pense qu'il y a surtout tous les fabricants sur la partie contenant, qui est une grosse problématique pour nous les opérationnels. Les bacs gastro, c'est une solution, mais je pense qu'il y a des contraintes logistiques aussi fortes. Et les TMS peut-être plus tard aussi au niveau des équipes, en termes d'organisation de travail. Donc je pense très en amont, je regarde Citéo, mais sur l'outil industriel aussi, sur comment demain faire peut-être des études de poste pour trouver les bonnes solutions sur l'ergonomie. Parce que c'est vrai que le bac gastro est une solution, mais je pense qu'il y a tout un panel aussi à développer. Parce que mon collègue, il est beaucoup plus confronté que moi. Nous, on fait la cuisine sur place. Mais ça ne doit pas être simple de livrer de la très grande quantité en bac gastro en termes de logistique, en termes d'emprise dans les contenants. Donc je pense qu'être très en amont avec les industriels, avec les faiseurs, pareil sur les contenants en verre aussi, parce que les contenants qui sont proposés sur le marché aujourd'hui en soi ne sont pas forcément super optimales, mais c'est normal. Comme tout nouveau produit qui arrive sur un marché, il faut le tester, il faut le faire évoluer, il faut l'éprouver. Mais je veux dire, porter sa consigne tous les jours avec 3 contenants dans un sac, il faut le bon sac, il faut le porter, il faut avoir l'envie, il y a beaucoup de choses. Donc je pense en termes de partenariat, peut-être, je lance peut-être une bouteille à la mer, mais je pense qu'il y a des groupes de réflexion à mener qui existent peut-être, je ne les connais pas, mais très en amont de l'outil industriel pour vraiment pouvoir répondre le marché si on veut qu'il prenne, au-delà de l'incitation du cadre législatif. Il faut que les acteurs adhèrent. Et s'ils adhèrent, moi je reste convaincu, s'ils sont très en amont du process, ça marchera, quoi. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire, nous, à notre petite échelle, au niveau de la restauration administrative parisienne, mais de travailler aussi avec les acteurs à tous les niveaux. Ça peut être le producteur de fruits et légumes sur des contenants réutilisables qu'on développe de l'approvisionnement local, qu'on essaie de développer aussi. Voilà, je pense que ça passe par là. Et il faut réfléchir à tout ça si on veut que ça fonctionne. En tout cas, de mon humble avis. Si. Gilbert Branchet, une dernière question pour clôturer cette table ronde, pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Loïc Lamarche. Pareil, en termes de collaboration, sur votre échelle qui commence à être vraiment importante, comment est-ce que ces collaborations se mettent en place? À quel point elles influent le travail que vous faites aujourd'hui? Je reviens en effet sur ces bacs gastro et puis en effet cette échelle industrielle. On a mis autour de la table à la fois en effet des industriels pour alléger ces bacs gastro. On a réemployé en effet de l'inox, on a diminué quasiment de moitié en fait. Donc là aujourd'hui le bac gastro c'est le poids d'une assiette. Donc il faut aussi se figurer en fait des avancées. C'est de la R&D qui a été produite et pratiquée, expérimentée avec les acteurs de terrain jusqu'à la cantine justement parce qu'il faut se mettre en situation directement avec ces acteurs. On a ici avancé en fait vers ces tunnels de lavage, vers de la R&D parce que les solutions elles n'étaient pas sur étagère. Donc on fait avancer clairement tout le secteur et en pensant à la totalité de cette chaîne, on a pensé ergonomie justement, on a pensé à la redéfinition parce qu'au final c'est la totalité des cuisines centrales qui sont en train de redéfinir leur process de fabrication pour limiter justement à la fois ces TMS, à la fois les gestes et puis repenser tous ces flux logistiques, pourquoi pas avec de l'hydrogène demain et en effet avec de nouvelles solutions. Donc c'est vraiment tout un secteur, 120 000 repas, donc 120 000 pièces lavées par jour, 40 000 contenants, 40 000 couvercles et puis toute une solution en effet de traçabilité qui va être mise en place aussi avec des codes barres uniques. On est content de travailler avec la filiale d'Aéroports de Paris justement, le tri des bagages, mais ce sera le tri des contenants pour s'assurer qu'ils arrivent auprès de chacun des enfants. Voilà. Merci beaucoup. C'est quand même... Moi, c'est des échelles qui commencent à vraiment m'impressionner et je trouve qu'on commence à rentrer vraiment dans le concret
en termes de modèle d'affaires, que ce soit en interne ou en externe, pour les acteurs du réemploi et pour les acteurs qui n'étaient pas positionnés pour le réemploi mais qui sentent un peu le filon économique arriver et qui veulent prendre part à ce tournant. Je vous remercie tous infiniment d'avoir tenu dans les temps, c'est parfait. Il nous reste exactement 8 minutes de questions-réponses, donc n'hésitez pas à lever la main si vous avez envie de partager une réflexion ou de poser une question à l'un de nos intervenants. Oui. Bonjour. Moi, je me demandais s'il y avait déjà des discussions qui étaient mises en place entre donc les acteurs de Citeo et d'autres, donc qui gèrent d'une part la partie restauration, mais aussi ceux qui gèrent les parties pour les producteurs. Donc typiquement pour une conserverie ou quelqu'un qui produit justement des yaourts. Est-ce qu'il y a des ateliers de discussion qui sont mis en place pour optimiser la relation entre les contenants réemployables utilisés par les producteurs et les contenants réemployables utilisés par la restauration collective? Voilà. Oui, super bonne question. Et c'est ce que fait aujourd'hui Citeo pour les emballages ménagers et ce sera aussi la vocation de Citeo Pro, et c'est le gros avantage de la REP. C'est-à-dire que celui qui met sur le marché le produit en est responsable, et donc il a tout intérêt à minimiser le poids de son emballage pour éco-contribuer le moins possible et à penser le plus intelligemment sa fin de vie. Donc ce type d'atelier fait complètement partie de la vocation de Citeo Pro à organiser, et c'est déjà le cas sur les emballages ménagers, et ça sera sur la restauration évidemment, avec un enjeu de standardisation en plus de celui du contenant le plus efficient pour ce à quoi il va servir. Peut-être que tu veux compléter, Gilbert? Je peux rapidement compléter, mais en fait pour dire qu'en effet, là on est au niveau des cuisines centrales qui reçoivent déjà, qui massifient tous ces arrivages en tout cas de repas, tout comme ils vont recevoir en tout cas ces contenants réemployables afin de les mettre à disposition des offices satellites. Donc il y a déjà en effet à repenser cette massification aussi des contenants propres, des contenants sales, et après en effet fournir le bon service au bon moment. Voilà, simplement. Merci. Il nous reste un peu de temps. Oui, une autre question? Bonjour, je m'appelle Justine, je suis la fondatrice d'un opérateur de consignes en Ile-de-France qui s'appelle Superboîte. On est plusieurs ici, membres du collectif Impec, donc plusieurs associations sur le territoire à œuvrer pour amorcer le changement des comportements des deux interlocuteurs que vous avez, c'est-à-dire les utilisateurs et les metteurs en marché. Jusqu'à présent, en tant que porteur de projet, on est plusieurs à être assez isolés sur nos territoires. Vous avez des moyens qui sont différents de ceux qui sont sur le terrain. Comment vous vous mettez en lien avec ceux qui sont quotidiennement déjà en train de faire ce dont vous parlez sur les perspectives que vous évoquez? Nous, on est plusieurs ici à être déjà en train de le faire de façon quotidienne. Et donc, quel est le lien que vous avez avec cette multitude de porteurs de projets sur le territoire qui sont parfois très, très locales? Est-ce que vous avez déjà des liens et quelles sont vos idées en ce sens? Petite précision, cette question, est-ce qu'elle s'adresse à un intervenant en particulier? Tout le monde peut être concerné. Alors, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui souhaiterait répondre plus que les autres? Peut-être le ministère, l'ADEME ou Citeo Pro? Merci, je commence et puis bien sûr les autres panélistes pourront compléter. C'est vraiment l'idée du guide que j'évoquais. C'est aussi, je remercie Réseau Vrac pour l'événement d'aujourd'hui, le fait de pouvoir se fédérer et avoir connaissance des apporteurs de solutions. Donc en tout cas, nous, vous êtes les bienvenus. On en a beaucoup au niveau de la charte. Alors la charte, elle est nationale, donc elle permet une mise en relation entre les acteurs, mais pas à l'échelle très locale telle que vous l'évoquez, mais parfois ça peut quand même bien tomber. On a également dans le guide dont je parlais des cartes qui mettent justement en fonction des territoires les apporteurs de solutions selon les territoires. Mais je vous rejoins dans les expérimentations qui ont été prévues par la charte. Il y en avait 12 sur le territoire national. La densité et en fait avoir un nombre, si on est en dehors de la restauration,
restauration, mais sur du commerce de bouche, par exemple. Avoir des restaurants, du commerce de bouche, des consommateurs et des apporteurs de solutions suffisamment en nombre au même endroit, c'est vraiment tout l'enjeu pour que la solution de réemploi soit économiquement viable et attractive, parce que ça a été évoqué, il y a un coût et puis il y a aussi un volume, la logistique des rotations qui est nécessaire. Donc en tout cas, on a ce rôle de mise en visibilité, de faire rencontrer les gens, mais qui ne remplace pas effectivement le porte-à-porte et le terrain et la connaissance fine qui peut être présente au niveau local. Juste pour dire en effet que par rapport à cette transformation du secteur de la restauration collective de la crèche au lycée, on a travaillé évidemment avec les cuisines centrales. La SEMLog, c'est un projet des cuisines centrales publiques pour les cuisines centrales publiques et les cantines en fait satellites. Donc en effet, on avait déjà autour de la table ces acteurs et l'idée c'est en effet de combiner, de faire porter cette initiative, de la partager, et encore une fois en utilisant les aides qui ont permis à l'émergence, à catalyser ces innovations. Voilà, donc évidemment aujourd'hui ces produits sont maintenant sur étagère et donc vont pouvoir être utilisés pour des boucles du réemploi. Merci beaucoup. J'ajouterais qu'évidemment, pour tous les opérateurs de réemploi ultra-locaux, il y a un énorme besoin d'associations, de fédérations pour pouvoir passer à l'échelle et évidemment pour pouvoir se faire connaître et se faire connaître ces solutions. Et aujourd'hui, il y a un besoin de structuration qui reste assez important. Il nous reste 2 minutes pour une dernière question. Moi, j'en ai une parce que je suis curieux. Ce qui m'intéresse, c'est évidemment les chiffres, combien d'argent ça coûte, qui va payer, etc. Alors, c'est pour vous, Gilbert. Quand on parle de 40 000 bacs inox par jour réemployés, juste en termes d'achat d'emballage réemployable, combien ça coûte et comment est-ce qu'on finance ça ? Alors en termes de montant, on est clairement sur un investissement de près de 20 millions d'euros d'ici 2025, clairement. Près de 5 millions d'euros sur les contenants et les couvercles, 500 000 pour un système de traçabilité et j'en passe, et puis près de 10 millions en tout cas pour l'investissement sur l'unité en elle-même en tout cas, le process de lavage et son aménagement. Voilà. Donc on espère ouvrir d'ici mi-2025 à Villeneuve-la-Garenne et en espérant qu'il y en ait d'autres justement pour répondre à la totalité des besoins pour cette boucle de réemploi. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants. J'espère que cette table ronde vous aura apporté un peu de réponses à toutes les questions qu'on peut se poser sur les défis logistiques. Évidemment, n'hésitez pas à vous connecter à nos intervenants, à leur poser des questions pendant le salon ou sur les réseaux professionnels. Et je vous souhaite un bon salon.